OK, donc maintenant on est rendu aux coléoptères. Je suis vraiment contente parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les coléoptères. C'est un ordre qui est super diversifié. Il y a plein de familles que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Donc, première diapositive ici, donc tout ce que j'ai mis, c'est très diversifié parce qu'il y a plein de formes différentes de coléoptères, plein d'antennes différentes, plein de pattes différentes, plein de pièces buccales différentes, plein de couleurs différentes, donc il y a plein de motifs, tout, 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 tout. Il y a de tout dans les coléoptères. Donc, ici, on peut voir la coloration bleue, il y a les cantharités sont oranges ici. On a des petits bupresse, un casside doré, donc des chrysomélidés, des longicornes. Donc ici, là, je trouve qu'il ressemble à une petite crotte. Donc il y a vraiment plein de coléoptères différents. Ici, on peut voir d'autres chrysomélidés, dermestidés, des lucioles, les coccinelles. On va parler de ceux-là puisqu'on a deux essaims sur ces groupes-là, sur les coccinelles et les lucioles. Donc, on peut voir ici, ils sont super beaux, les coléoptères, sont très colorés, très diversifiés, on peut les trouver un peu partout, donc j'ai hâte de vous les présenter. Donc, ici, première chose, c'est, bon, je pense que je l'ai assez dit, mais c'est l'ordre le plus divers en nombre d'espèces connues. Donc, c'est lui qui a 350 mon Dieu, je suis trop excitée. 350 000 espèces dans le monde. Donc, c'est l'ordre qui a le plus de différentes espèces connues. Donc, ça, c'est juste celles qu'on connaît, mais il y en a plein d'espèces. Là. Il y a des milieux qui sont trop profonds, trop hauts dans les airs, trop difficiles à échantillonner, des spécimens qui sont beaucoup trop petits pour qu'on les connaisse. Donc, ça fait qu'on sous-estime, c'est sûr, le nombre d'espèces de coléoptères qu'il y a réellement dans le monde. Puis là, ça, c'est valide aussi pour tous les autres insectes. Puis, il y en a environ 4127 au Québec. Donc, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, la caractéristique, la chose que vous devez retenir sur les coléoptères, c'est qu'ils ont des ailes rigides. Donc, les autres insectes, souvent, ce que je vous montrais, c'est qu'il y avait des ailes membraneuses. Donc, c'est les ailes typiques qu'on connaît un peu. Pensez aux ailes des libellules. Les ailes des libellules sont transparentes. Donc, ça, c'est des ailes molles membraneuses. Ils sont quand même assez solides, mais ils sont fragiles. Alors que les coléoptères, eux, ils vont avoir des ailes comme ça ici. Ils ont des ailes membraneuses, donc les ailes les plus fragiles en dessous. Mais la première paire d'ailes, parce que vous vous rappelez au premier cours, on a dit que les insectes avaient deux paires d'ailes. Donc la paire d'ailes antérieure est ici, ben ici. Toute celle-là, c'est celle qui est colorée. Puis en dessous, il y a les ailes membraneuses qui sont cachées et bien pliées. Donc, les coléoptères vont tous avoir des ailes modifiées qu'on appelle des élytres. Donc, les élytres, c'est ça ici. C'est les ailes ici, les ailes ici, les ailes là, puis les ailes là. C'est les ailes qui vont avoir un motif, puis la coloration va être sur ces ailes-là, pas sur les ailes du dessous. Bon, je l'ai déjà dit au début, mais il va y avoir plusieurs formes différentes chez les coléoptères, donc autant des antennes, des couleurs qui vont être très différentes. Et sinon, puisqu'ils sont très diversifiés, pas juste en apparence, ben, ils vont avoir une alimentation très variée. Donc, il y en a un peu comme les hémiptères qui vont être prédateurs, d'autres qui vont être des parasites, donc qui vont profiter d'un autre organisme vivant au détriment de celui-ci. Donc, ils vont nuire à un autre organisme vivant, mais que eux, ça va les aider. Il y en a qui sont détritivores, donc qui vont consommer tout ce qui est déchets organiques, donc des plantes mortes, du bois mort. Saprophage, ben, c'est ça qui va se nourrir de bois. Et phytophage, ben, ce que j'aime dire, les végétariens, qui vont juste se nourrir de plantes ou de la sève des plantes. Donc, première famille que je vais vous présenter, c'est les carabidés ou les carabes et non crabes. Donc, ceux-là, c'est une assez grande famille. Il y a environ 40 000 espèces et il y en a aussi 479 au Québec. Donc, les caractéristiques pour les identifier, là, c'est sûr que j'en ai mis deux qui sont super colorés, mais ils ne sont pas tous de cette couleur-là. Il y en a plusieurs qui sont des couleurs plus foncées comme ça, mais on peut voir qu'ils sont tous un peu métalliques. On peut voir ici, il y a comme du mauve, des petits reflets de rouge, là. Il y a plein de couleurs. Ils sont super beaux, ces insectes-là. Donc, ils sont assez grands aussi. Ils mesurent entre 15 et 40 millimètres. Sinon, ils ont le corps allongé et des longues pattes fines et agiles. Donc, on peut les voir ici, là. Fou! Donc, ces insectes-là, c'est des coureurs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des pattes vraiment longues comme ça et fines. Sinon, ils vont avoir des longues antennes aussi, quand même, des petites antennes fines et des mandibules. Oh non, pardon. Des mandibules longues et acérées. Donc, on peut les voir ici. C'est pour ça que j'ai mis le gros plan. En fait, les mandibules, c'est ça ici. C'est les gros pics comme ça qui se croisent. Donc, c'est avec ça qu'ils vont manger, qu'ils vont consommer. On peut même voir qu'il y a d'autres pics à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme des fourchettes.
Et sinon, ils ont une tête robuste. On peut voir, comparé aux punaises, tantôt que j'avais dit qu'il y avait des tout petites têtes. Là, on peut voir que la tête, c'est tout ça ici. Donc, c'est presque aussi large que le reste du corps. Et donc, ils ont quand même des grosses têtes. Et finalement, cette famille-là, ils vont généralement être omnivores. Donc, omnivores, que tu rappelles, c'est comme nous qui vont manger un peu de tout, autant de la viande que des plantes, que des. Eux, ils peuvent manger plein d'affaires. Et il y a certaines espèces qui sont phytophages, donc ils vont seulement se nourrir sur les plantes, et d'autres qui sont prédatrices. Donc, ça va dépendre des espèces. Ensuite, on continue. C'est encore la même famille, les carabidés. Tantôt, j'en avais montré des plus colorés. Là, ici, il y en a des plus ternes. Mais on peut voir qu'ils restent quand même luisants, comme ça ici, puis qui ont quand même des beaux motifs. Il y a lui ici qui est super beau aussi. Donc, où est-ce qu'on va les trouver, les carabes? On va les trouver sous l'écorce des arbres, en dessous des débris de bois, dans les roches ou sur le sable près des étangs et des rivières. Donc, les cicindèles, c'est comme ceux-là ici. Ils peuvent courir jusqu'à 9 km/h. Donc, parmi le règne animal, donc évidemment, il y a les grands mammifères, les félins qu'on sait qui courent vite, comme les guépards et tout, sauf que si on les compare à leur taille, proportionnellement, c'est sûr, le guépard est beaucoup plus grand, donc c'est sûr qu'il court plus vite, mais proportionnellement, les carabes font partie des animaux sur Terre qui courent le plus vite. Parce que c'est normal qu'il va aller moins vite vu qu'il est plus petit. Il doit faire je ne sais pas combien de pas par rapport à un pas pour nous. Donc, il va aller moins vite, mais s'il était gros comme un guépard, il pourrait sûrement aller plus vite. Sinon, ils ont la capacité de voler, évidemment, parce qu'ils ont des ailes. Mais il y a certaines espèces qui ont les élytres, donc les ailes antérieures, les grosses, qui sont rigides, ils vont être fusionnés. Donc, ils ne vont pas pouvoir les déplier pour libérer les ailes en dessous, donc pourront tout simplement pas voler. Il y a certaines espèces qui sont diurnes, qui sont très colorées, comme celles que j'ai montrées ici. Et il y en a d'autres qui sont nocturnes, donc qui vont plutôt être actives de nuit, qui vont avoir une coloration plus terne, comme ceux-là ici. Deuxième famille, ce sont les cérambycidés. Un terme plus facile pour décrire cette famille-là, c'est les longicornes. Donc, les longicornes, j'aime bien ce nom-là parce qu'il y a long et corne. Donc, les antennes, une des caractéristiques justement de ce groupe-là, c'est que les antennes sont super longues. Vous les voyez ici. Donc, souvent, les antennes vont être aussi longues que le reste du corps. Puis, ben c'est ça. Souvent, je vais juste dire ça pour identifier rapidement ces spécimens-là. C'est vraiment une caractéristique qui est facile à observer chez eux. Sinon, il y a environ 34 000 espèces de longicornes à travers le monde et il y en a quand même 190 au Québec. Donc, le corps aussi, une autre caractéristique, c'est que le corps va être allongé. Donc, en plus d'avoir des antennes longues, ben, le corps aussi il est long. Ils sont faits sur le long. Puis, il va avoir parfois des couleurs vives, comme on peut voir sur ce spécimen-là et sur celui-là ici. Donc, le corps est long, puis les antennes sont fines et longues aussi. Les adultes, donc cette famille-là, ça va surtout être des phytophages. Donc, ils vont se nourrir euh, de plantes, mais ils vont se nourrir aussi parfois de pollen ou de débris de bois. Ou des fois, il y a des espèces aussi qui vont tout simplement pas se nourrir. Souvent, c'est le travail de la larve de se nourrir. Donc, les larves vont beaucoup manger. Mais des fois, il y a plusieurs espèces dans plein d'autres différents, pas juste chez les coléoptères, les papillons, les éphémères, il y a plein d'autres espèces. Autres grands groupes d'insectes que les adultes vont tout simplement pas se nourrir. Leurs pièces buccales vont être atrophiées. Donc, c'est comme s'il y avait tout simplement plus de bouche. Et ils vont vivre sur les réserves qu'ils vont avoir accumulées au stade larvaire. Ensuite, la plupart des larves vont être xylophages, donc qui vont se nourrir de bois. Ils vont creuser dans des galeries des conifères ou des feuillus, puis les arbres peuvent être soit vivants ou morts. Il y a plusieurs espèces, des fois, qui vont préférer les arbres morts parce qu'ils sont plus mous et c'est plus facile de creuser des galeries dedans, sauf que les larves des longicornes n'auront pas nécessairement de préférence. Ça va dépendre des espèces, encore une fois. Donc ici, je voulais vous montrer différents longicornes. Donc, habituellement, je mets des cercles pour les photos, sauf que là, ça coupait tout le temps les antennes. Donc, je vous ai mis des rectangles. On peut voir ici, même les antennes sont plus longues que le corps ici. On peut voir ici les élytres dont je vous parlais chez les coléoptères. Habituellement, ils vont recouvrir tout le corps, tout l'abdomen, je veux dire, comme ça ici. Sauf que celui-là, on peut voir les élytres qui sont tout petites et en dessous, les ailes membraneuses, donc celles qui sont plus fragiles et qui sont transparentes, qui sont bien pliées en dessous.
Et ici, une autre espèce, encore une fois, les antennes qui sont longues comme ça ici, et les couleurs vives de celles-là qui imitent un peu les hyménoptères qu'on va voir au prochain cours, donc les guêpes, les abeilles, les bourdons. Donc, c'est un peu une imitation de ceux-là. Ici, prochaine famille, je les aime vraiment beaucoup. C'est les curculionidae. Donc, c'est les petits charançons. Les charançons sont tellement mignons, là. Je les aime vraiment beaucoup. Il y a même ceux-là ici, les petits charançons verts. Quand j'étais plus jeune et même maintenant encore, je les appelais les rallyes. Parce qu'ils arrivaient tout le temps dans le mois de juin, juillet, dans le temps du rallye, les courses d'auto. En tout cas, donc je les appelais les rallyes. Mais leur vrai nom, c'est des charançons. Puis leurs caractéristiques sont vraiment faciles à reconnaître parce qu'ils ont une petite trompe, poup, comme ça ici. Donc, ils vont tous avoir une petite trompe, un long nez. Bon, je dis un nez, mais c'est pas vraiment leur nez. Comme ça ici. Puis ce que je trouve vraiment drôle, c'est que leurs antennes sont pas au-dessus, comme de la tête ici. Ils sont au bout de la trompe. Donc, je trouve ça vraiment drôle que les yeux soient à la base et les antennes, poup, au bout comme ça ici. Et encore ici, poup, comme ça ici. Donc, les charançons, il y a 83 000 espèces décrites à travers le monde. Donc, c'est vraiment une énorme famille. C'est la famille, en fait, la plus abondante. Donc, c'est la famille qui a le plus grand nombre d'espèces différentes parmi les coléoptères. Et il y en a 386 espèces au Québec. Et sinon, ça va être surtout des insectes phytophages. Donc, on va les trouver sur la végétation. Prochaine famille, ce sont les scarabéidés. Donc, scarabéidés pour scarabées. Donc, les scarabées, il y en a environ 30 000 espèces décrites dans le monde et il y en a 105 au Québec. Leurs caractéristiques. Habituellement, les scarabées, contrairement aux longicornes, ils vont être trapus et corpulents. Donc, ils vont être un petit peu plus bombés et arrondis, comme ici, le hanneton commun. Donc, il y en a plusieurs qui les appellent les June bugs parce qu'ils arrivent en juin, ou les, ah, il y avait un autre nom. Il y a une de mes amies qui m'avait dit un nom, mais j'ai oublié. En tout cas, les gens, ils appellent, ils ont toutes sortes de noms. Mais le vrai nom, c'est les hannetons communs. Puis même à ça, j'aurais pu dire le nom latin, mais je le connais pas, malheureusement. Sinon, ils ont une forme ovale ou allongée, comme ça ici, et une apparence et coloration très variable. Donc, les scarabées, il y en a qui sont plus ternes, comme ça ici, il y en a qui sont plus brillants, luisants, comme ça, avec des poils. Ah oui, les scarabées, ils vont souvent avoir, ils vont être velus, ils vont avoir des petits poils, comme ça, sur les pattes, sur l'abdomen. Il y en a plus que d'autres, mais ils ont des petits poils, ces insectes-là. Et sinon, les antennes vont se terminer par des petites massues. Ce que je trouve aussi très mignon, c'est leurs antennes, ils sont coudées, qu'on appelle. Donc, leur antenne a fait un peu comme non pas comme un requin marteau, mais coudé, un peu comme notre bras, là, quand on plie notre bras au niveau du coude, ben c'est ça. Ça fait un petit pli à 90 degrés comme ça ici. Puis au bout, leurs petites massues, ben, c'est des lamelles. Donc, c'est des petites lamelles qui sont mobiles. Ils peuvent se refermer en boule comme ça ici. Comme là, ça donne l'impression que c'est une petite boule, mais là, on peut voir, pouf, il y a plein de petites lamelles au bout comme ça ici. Et finalement, parfois, c'est vraiment pas sur tous les spécimens, mais l'extrémité de l'abdomen, donc le bout ici, va être à découvert. Donc, les élytres vont être tronqués. Donc, c'est comme si les élytres, ils se rendaient pas jusqu'au bout du corps, dans le fond. Donc, on peut voir ici qu'il y a le bout de l'abdomen qui est très visible, avec surtout du poil. Les scarabéidés, la plupart vont voler correctement, mais parfois le vol va être maladroit, comme les Junebugs ou les hannetons communs. Les hannetons communs, souvent, on va trouver qu'ils sont un peu niaiseux parce qu'ils vont foncer partout dans les vitres. Ben, c'est ça, ils sont attirés par la lumière de nos maisons. Puis, ben, ils volent pas très bien, ils sont assez dodus et ronds, donc là, ils ont l'air très maladroits. Ils foncent un peu partout. Donc, sinon aussi, les scarabées, ils vont faire une petite stridulation. Donc, un peu comme les orthoptères, mais ça ne sera pas au même niveau, pas aussi fort, puis ça ne sera pas du tout le même mécanisme. C'est vraiment juste que leurs ailes sont rigides. Donc, ça fait plus de bruit. Et quand ils vont se frotter entre elles, les extrémités des élytres vont frotter contre la face dorsale de l'abdomen, donc un peu sur le dos ici. Puis là, ça va faire un petit bruit quand ils vont battre des ailes vraiment fort. Et aussi, bon, pardon, là, j'ai coupé un peu, je vais arranger ça plus tard, mais les larves des scarabées, c'est les grosses larves comme ça, ici, en forme de C. Donc, les grosses larves blanches comme ça, avec une grosse tête qui est comme orange, brun. Donc, ça, c'est les larves de scarabées. Ils vont pas mal toutes avoir cette forme-là. Là, c'est sûr, celle-là est grosse. Il y en a des plus petites, mais ils grossissent de toute manière au cours de leur vie. Donc, les larves des scarabées vont être en forme de C, comme ça.
Et sinon, les scarabées, les larves vont être des décomposeurs, donc souvent ils vont vivre dans le sol. C'est pour ça qu'on ne les voit pas souvent, ils vont être cachés dans le sol. Des fois, quand on soulève des roches, des gros troncs d'arbres, on peut en trouver. Puis les scarabées, ben, on les trouve un peu partout. Pour de vrai, ils sont tellement variés. On peut les trouver sur les plantes, c'est ça, dans la végétation, sur des fleurs. On peut en trouver sur des excréments, à terre, dans la litière du sol, en forêt, dans les milieux humides, vraiment un peu partout, là. Les scarabées sont très omniprésents. Ah, puis ici, à un moment donné, j'étais allée faire une sortie d'échantillonnage à l'Érablière, à un de mes oncles en Gaspésie. Donc là, j'avais passé une nuit blanche. Bon, une nuit blanche, c'est quand tu dors pas de la nuit. Et là, j'étais allée dans le bois avec une lampe frontale et là, je m'étais promenée pour aller chercher des insectes. Et là, je suis tombée, j'ai soulevé une roche, justement. Et là, je suis tombée là-dessus. Ça, c'est la nymphe sûrement un hanneton commun, je ne vais pas me prononcer sur l'espèce, mais d'un coléoptère, d'un scarabée. Donc, la larve, tantôt je l'ai montré, c'est la larve en forme de C, sauf que la larve, une fois qu'elle a atteint son dernier stade, qu'elle est rendue au plus gros qu'elle peut être en tant que larve, ben, elle va muer. Puis là, c'est un peu l'équivalent de la chrysalide. Ça, c'est le stade immobile qui ne mange pas. Donc là, les autres, les hémiptères, tantôt que je vous ai présentés, eux, c'est des insectes qui porométaboles, donc avec une métamorphose incomplète. Mais les coléoptères, une des raisons justement pour lesquelles c'est un groupe d'insectes qui est autant diversifié, c'est parce qu'ils ont une métamorphose complète. Donc, comme les papillons, la larve, la nymphe et ensuite l'adulte. Donc, ils ont les trois stades, le stade immobile qui ne se nourrit pas et qui ne bouge pas. Donc, quand je dis qu'ils ne bougent pas, c'est qu'ils ne se déplacent pas. Mais les nymphes sont quand même capables de bouger parce qu'ils restent vivantes à l'intérieur de ça, là. On peut voir qu'elles ressemblent beaucoup plus à l'adulte qu'à la larve, mais il n'y a pas d'ailes, puis la couleur est vraiment différente. Donc, c'est pour ça, c'est que les pattes, ici, on les voit, ils commencent à être formés, mais ils ne sont pas finis d'être formés. On peut même voir la petite tête avec les yeux ici, puis le gros abdomen. Donc là, je vais vous montrer une vidéo que j'ai prise. J'ai creusé un petit peu, j'ai soulevé une roche, puis j'ai vu une petite tache orange. Donc là, j'étais comme, c'est quoi ça? Je l'ai ramassé, puis là, je l'ai filmé. Donc, on peut voir qu'elle va se tortiller un petit peu, là. Quand je dis que le stade est immobile, c'est pas vraiment qu'il bouge pas, c'est qu'il se déplace pas par lui-même. Il va rester au même endroit que là où la larve va s'est transformée en nymphe. Donc là, on peut voir ici, elle va bouger son abdomen un peu, là. Là. Elle va se tortiller un petit peu. Donc là, après ça, moi, je l'ai tout simplement remis où elle était dans son petit trou. Je l'ai enterré un petit peu avec la terre, puis j'ai remis la roche par-dessus, en espérant qu'elle ait complété son cycle de développement, puis que c'est rendu un adulte. OK. Ici, donc l'alimentation des scarabées va être très variée. Il y en a qui peuvent se nourrir de racines, d'autres de feuilles ou d'excréments. Donc, les excréments, justement, c'est ceux-là ici, c'est les bousiers. Donc, ceux-là, vous les connaissez peut-être déjà. Mais c'est des scarabées qui vont se nourrir d'excréments d'autres animaux. Et pour éviter que la compétition pour les ressources alimentaires, donc pour éviter d'être en compétition avec les mouches, les asticots, les autres insectes qui se nourrissent d'excréments, ben, eux, ce qu'ils vont faire, leur petite stratégie, c'est qu'ils vont cacher leur nourriture. Donc, ils vont faire des boules d'excréments, de crottes. Ils vont faire des boules, puis ils vont les rouler jusqu'à leur terrier. Des fois, ils vont les enterrer, des fois, ils vont les cacher, des fois, ils vont les laisser là, euh, puis c'est ça. Je les trouve vraiment drôles, mais j'en ai jamais trop. Ensuite, ben, en fait, ça, c'est pas une espèce qu'on a au Québec. Et bon, il y a des exceptions. Il y en a qui peuvent se nourrir de pollen, de carcasses séchées d'animaux, d'autres de champignons, de bois pourris. Donc, comme je disais, le mot qui décrirait le mieux les coléoptères, c'est diversité. Ils sont très diversifiés, autant en alimentation qu'en milieu où on peut les trouver, qu'en forme, en couleur. C'est un peu pour ça que je les aime autant. Ensuite, ben, c'est ça, les stratégies des scarabées coprophages. Donc, ils vont se nourrir d'excréments. Les bousiers, je les ai déjà nommés. Donc, c'est ça, c'est la boule. Puis, faire un abri pour cacher les excréments. Et sinon, les scarabées vont beaucoup participer au nettoyage et au recyclage de la matière organique parce que, ben, en faisant ça, en ramassant les excréments, les déchets, tout ça, en allant les cacher, ben, ils vont les enfouir dans le sol ou les consommer. Ben, ça va permettre à la matière de mieux se dégrader puis être récupérée dans le sol. Et aussi, je me demandais, ici, j'ai mis une photo d'un scarabée Hercule, on l'appelle.
Donc, je me demandais, ici, là, ça corne, là, ces gros pics ici, est-ce que vous savez, ça sert à quoi? Donc là, vous pouvez mettre pause pour y réfléchir un peu quelques secondes. Moi, je vais continuer, mais si vous voulez penser un peu, vous pouvez mettre pause. Donc là, je vais continuer. En fait, leur utilité, il y a des gens qui pensaient que c'était pour attirer les femelles. Dans le fond, ceux qui ont la corne la plus grosse, ils seraient plus populaires auprès des femelles. Mais finalement, ce qu'on pense, ça serait que ça serait plus utile pour les combats, pour impressionner les autres mâles. Et en fait, c'est ça, pas pour impressionner les femelles, mais pour se comparer aux autres mâles. Et pour des combats entre mâles. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse parlant des scarabées pour vous parler des scarabées japonais. Donc, les scarabées japonais, ben, comme ça le dit dans le nom, c'est des scarabées du Japon. Donc, c'est une espèce qui est exotique et malheureusement qui est maintenant envahissante. Donc, grâce à leur capacité à résister à nos hivers, ben, c'est des insectes qui sont maintenant présents. On les voit à chaque année. Puis ils vont faire des gros ravages comme ça. Ici, on peut le voir, la feuille, il y a plein de trous. Donc, les scarabées japonais vont vraiment tout manger. C'est vraiment comme là même, il y en a deux ici qui s'accouplent et encore ici. Donc, on va les retrouver partout sur la végétation. Ils vont tout défolier. Donc, tout dévorer les feuilles sur les plants, puis ils sont très nuisibles. Donc, ça, si vous en voyez, euh, des comme ça, vous pouvez les écraser parce que c'est une espèce qui vient pas d'ici puis qui entre en compétition avec les espèces indigènes du Québec. Donc, c'est pas une espèce qu'on aime. C'est sûr qu'au Japon, c'est une espèce qui est bien correcte, elle est dans son habitat naturel, puis il y a un équilibre avec les autres espèces, sauf qu'ici, elle est trop abondante par rapport aux autres espèces, ce qui fait qu'elle est nuisible puis qu'elle rentre en compétition avec elles, avec les autres, puis elles volent toutes leurs ressources alimentaires. Donc, elle est envahissante et nuisible. Sauf qu'un petit fait intéressant sur le scarabée japonais, c'est que vous voyez ici, celui-là, il y a un œuf, il y a une petite boule blanche dessus. En fait, c'est une mouche qui a pondu dessus. Donc, il y a une espèce de mouche qui parasite les scarabées japonais. Donc, la mouche, elle va pondre souvent sur cette partie-là ici, le pronotum des scarabées. Et là, ensuite, la larve, elle va rentrer dans le scarabée. Là, elle va le parasiter. Elle va vivre dans le scarabée. Elle va manger l'intérieur, mais pas les organes vitaux. Donc, le scarabée va encore être vivant. Il va pouvoir continuer à vivre. Il va manger. Et à un moment donné, quand la larve va avoir atteint son stade pour devenir un peu comme sa pupe, la chrysalide, pour changer de stade, quand elle ne sera plus une larve, quand elle va être prête à faire ça, ben, elle va comme zombifier le scarabée. Donc là, le scarabée qui vivrait normalement au-dessus de la terre sur la végétation, ben, il va s'enterrer lui-même sous terre et il va mourir là. Parce que le scarabée, il est supposé vivre à l'extérieur du sol. Là, il va être dans la terre. Il va s'enterrer là. Mais ça, c'est parfait pour la larve. Donc, la larve de la mouche, elle va vivre dans le scarabée. Elle va nymphoser. Donc, elle va devenir une pupe, un peu comme sa chrysalide. Donc, il va avoir la petite chrysalide de la mouche dans le corps du scarabée. Le scarabée, il va mourir. Puis, à un moment donné, pouf, la mouche va émerger. Elle va sortir du sol. Puis là, elle va pouvoir aller parasiter d'autres scarabées. Donc, je voulais juste vous parler de cette petite interaction intéressante-là parce que si vous voyez un scarabée qui a une petite boule blanche dessus, ben lui, tuez-le pas. Parce que lui, il va porter un parasite des scarabées qui va nous aider à contrôler les populations de ces scarabées nuisibles. Donc, c'est tout pour la petite parenthèse des scarabées japonais. Le prochain groupe, la prochaine famille de coléoptères que je vais vous présenter, ce sont les staphylinidae, donc les staphylins. Les staphylins, il ne faut pas les mélanger avec des perce-oreilles parce que c'est des coléoptères qui vont être qui vont être quand même petits, qui vont être aplatis dorso-ventralement, donc comme une crêpe, qui vont être aplatis, puis qui vont pas avoir des élytres longues. Donc, ils vont quand même souvent ressembler à des perce-oreilles, c'est juste qu'ils vont pas avoir les cercles et les pics, la petite pince là, au bout de l'abdomen, c'est tout. Donc, les staphylins vont en avoir 58 000 espèces à travers le monde, puis il y en a 769 au Québec. Donc, c'est quand même beaucoup. Ben, 769 espèces, pas individus. Et les caractéristiques pour les reconnaître, ben, je les ai déjà mentionnées. C'est le corps très effilé, long et mince. Ils vont être le corps aplati aussi. L'abdomen va être très long aussi, comme les perce-oreilles. Et les élytres vont être très courts. Donc, on peut voir ici, les élytres, pouf, ils font juste la moitié de l'abdomen environ. Puis même ici, le tiers de l'abdomen. Sinon, où est-ce qu'on va les trouver? Donc, on va les trouver dans tous les milieux terrestres. Il va être un peu partout, puis ils vont souvent rester sous les pierres, sous le bois pourri, le feuillage.
des plantes à proximité des cours d'eau ou sur ou sous des carcasses et des excréments. Puis ils vont se nourrir des larves de mouches ou des œufs de mouche. Donc, ils vont se trouver vraiment un peu partout, puis la majorité d'eux vont être des prédateurs. Sinon, la prochaine famille, ce sont les ditiques. Donc, les ditiques, ce sont d'autres coléoptères aquatiques que j'aime bien. Ils sont vraiment mignons. Donc, eux, il y en a vraiment beaucoup moins. C'est une plus petite famille. Donc, il y a 4000 espèces décrites dans le monde et il y en a environ 150 espèces au Québec. C'est des coléoptères aquatiques qui vont être majoritairement prédateurs. Donc, les caractéristiques pour les reconnaître, c'est qu'ils vont avoir une forme ovale. Donc, on peut le voir ici, c'est vraiment ça, là, un petit ovale comme ça. Ils vont être aplatis dorso-ventralement, mais pas autant que les staphylins, là. Ils vont rester quand même assez bombés. Puis leur coloration, ça va varier, mais c'est souvent autour du brun à noir. Puis la tête aussi va être bien rentrée dans le thorax. On peut voir que la tête fait vraiment partie de l'ovale, de la forme complète du corps. Ils vont être comme fusionnés comme si c'était une seule pièce. Les pattes arrière aussi vont être aplaties et dotées d'une rangée de petits poils. Donc, je les ai encerclés ici. Vous voyez tous les petits poils là? Donc, ça va leur permettre de se propulser dans l'eau, de mieux nager. C'est un peu l'équivalent de nos palmes. Et ici, même s'ils sont aquatiques, ils vont respirer par des trachées, comme les insectes terrestres. Donc, dans le premier cours, j'avais parlé de comment les insectes respirent. Donc, ils n'ont pas de poumons. Ils ont plein de petits trous sur le corps qui mènent à plein de mini tuyaux dans lesquels l'air va circuler partout à travers le corps. Donc, eux, les ditiques, ils vont pas avoir de branchies comme les poissons ou comme les larves de d'autres insectes. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir leur abdomen de l'eau, la petite pointe seulement, puis là, ils vont aspirer, puis ils vont se faire une bulle d'air qu'ils vont entreposer en dessous de leurs élytres, donc de leurs ailes rigides comme ça ici. Ils vont garder une bulle d'air en dessous. C'est comme leur petite réserve d'oxygène. Comme ça, ils vont pouvoir rester jusqu'à 30 minutes sous l'eau sans avoir à remonter pour aller prendre de l'air pour respirer. Par contre aussi, les ditiques, ce qu'ils vont faire, c'est que puisqu'ils vont avoir une bulle d'air en dessous de, de leurs ailes, ça va faire une petite pression. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez fait ça, mais quand vous vous baignez puis que vous remplissez vos poumons d'air, vous avez plus tendance à flotter. Puis quand vous videz vos poumons, vous expirez, mais là, vous avez plus tendance à caler. Ben, c'est le même principe. Les ditiques, quand ils mettent leur bulle d'air en dessous de leurs ailes, ben, c'est comme si l'air les ramenait vers la surface, comme s'il y avait des flotteurs. Fait que là, ils doivent plus se tirer dans le fond pour aller chercher leur proie dans le fond de l'eau. Donc, ça, ils vont s'agripper à la végétation. Je vais vous le montrer dans une vidéo tantôt. Donc là, je parlais de proie, mais autant les larves que les adultes vont être carnivores. Donc, ils vont se nourrir de plein de petits insectes, des petits têtards, des invertébrés aquatiques, donc les larves de d'autres insectes, des petits poissons et plein d'autres organismes vivants qu'ils peuvent trouver dans l'eau. Puis, où est-ce qu'on peut les trouver? Bien, évidemment, puisque c'est des insectes aquatiques, ça va être dans l'eau. Mais ça peut être autant dans une eau stagnante, comme une eau qui ne bouge pas, ça veut dire, des eaux courantes, dans les eaux souterraines, et ils sont même phytothermes. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent vivre dans des plantes carnivores. Donc, par exemple, on peut voir, il y a des plantes, comme ça ici, qui vont avoir des coupoles ou un peu comme des bols, des contenants, une forme qui retient l'eau. Comme ça, ici, c'est une sarracénie, c'est une plante carnivore. Puis là, quand il va pleuvoir, l'eau va rentrer dans la coupole ici, puis elle va s'accumuler. On peut voir ici qu'il y a même plusieurs petits insectes qui sont morts là-dedans, qui se sont noyés et qui vont être digérés par la plante. Mais il y a même des ditiques qui sont capables de vivre là-dedans. Et sûrement qui vont se nourrir de petites proies qui sont mortes dans la plante, qui, eux, sont pas capables de survivre dans l'eau comme eux. Donc là, je vais vous montrer la petite vidéo qui vous montre le mode d'alimentation et les déplacements du ditique dans l'eau, plus sa respiration aussi. Je vais couper le son encore une fois. Là, je vais l'amener à 20 secondes ici. Donc là, ça, c'est les pattes avec les petits poils. Donc, vous voyez, là, sont même partout, même sur le dessus, sur les bords, ici à la base de la patte. Arrière, c'est... Ah non, ça, c'est pas la patte arrière, mais juste les pattes. Ils ont plein de petits poils comme ça pour se propulser plus facilement dans l'eau. Ensuite, là, on va vous montrer le déplacement du ditique dans l'eau. Donc, ils vont tout le temps avoir la tête orientée vers le bas parce que leur abdomen, les ailes, les font remonter à la surface à cause de leur bulle d'air. Donc là, on va montrer sa respiration. Donc, on voit, il sort le bout de l'abdomen, comme j'ai expliqué dans l'eau, et là, pouf,
il va aspirer de l'air, il va se remplir sa petite bulle, puis il va garder ça en dessous. Vous voyez l'espace là? Il va garder ça en dessous de ses ailes rigides, en dessous de ses élytres. Et là, bon, il fait ça pendant un petit instant. Et là, OK, il a fini. Il retourne dans l'eau. Puis là, il doit s'agripper. Ah, on voit sa bulle d'air là. Puis là, il va s'agripper à la végétation pour être capable de mieux se déplacer pour pas tout le temps remonter à la surface à cause de sa réserve d'oxygène qu'il garde là. Et là, on va le voir aussi attraper un petit poisson. Donc, on va voir ses techniques de chasse. Voilà. Donc là, quand il mange, il reste à la surface. Il force peu, il fait pas d'effort pour rien. Et là, il flotte, puis là, pouf, il continue à manger sa proie comme ça ici avec ses mandibules. Voilà. OK. Maintenant, prochaine famille, ce sont les sylphidés. Donc, il y en a vraiment pas beaucoup de ceux-là. Il y a seulement 200 espèces décrites dans le monde et 17 au Québec. Quand même, on en a plusieurs, sur 200 partout à travers le monde. Puis, leur coloration va varier du noir ou orange et noir, comme celui-là ici. Ils vont mesurer de 1,5 à 2,5 cm. Donc, c'est des coléoptères qui sont quand même assez grands. Puis, ils vont se nourrir de matière organique en décomposition. Donc, en d'autres mots, des cadavres de d'autres animaux. Souvent, ça va être plus des mammifères, donc des petits rongeurs. Et eux, ce qu'ils vont avoir comme caractéristique, c'est qu'ils ont un odorat très sensible. Donc, eux, ils vont être capables de détecter, de sentir en fait un cadavre dès les premières heures, dès la première heure après le décès. Donc, ils vont être super rapides pour détecter la mort. Puis là, ils vont se déplacer pour aller jusqu'au cadavre. Où on peut les trouver? Ben justement, souvent, ça va être proche de la source de nourriture et puisque eux se nourrissent de matière organique en décomposition, ben, ça va être sous des cadavres de mammifères ou même de reptiles parce que c'est là qu'ils vont pondre leurs œufs. Donc, en fait, sur les bords de route, des fois, c'est souvent là qu'il va y avoir plus de cadavres parce que nous, les humains, ben, on va frapper d'autres animaux avec nos véhicules. Donc là, des fois, il va y avoir des petits rongeurs qui ont été frappés ou juste des oiseaux de proie qui vont laisser tomber des proies qu'ils ont trouvées, qui peuvent se retrouver au sol. Puis là, les nécrophores, c'est ça, les sylphides, on peut aussi les appeler les nécrophores. Donc, ils vont aller jusqu'au petit cadavre, puis ils vont soit le traîner dans leur cachette, soit pondre dessus. Donc, ils vont faire plusieurs choses différentes sur le cadavre. Aussi, c'est ça, il y a une répartition de tâches parce que c'est pas les seuls insectes qui vont se nourrir sur des restes sur des carcasses. Donc, il y a les fourmis, il y a les mouches, les dermestes, les acariens et plusieurs autres insectes spécialisés dans la consommation des plumes ou des poils comme les mites. Donc, ils vont partager cette tâche-là avec tous ces autres insectes-là. Donc, c'est grâce à eux qu'il y a des corps qui sont plus rapidement décomposés dans la nature. C'est eux qui font tout ce travail-là qu'on ne voit pas, nous, forcément. Donc, il y a la sous-famille des sylphinés, que ça va être que les adultes et les larves vont surtout se nourrir d'asticots. Donc, les asticots, ça, c'est les larves des mouches. Je vais en parler je pense, dans deux cours, des mouches, les diptères. Mais les asticots, ils vont souvent arriver sur les corps, sur les cadavres, parce que les larves vont aller pondre dessus. Les larves, non. Oubliez ce que je viens de dire, c'est les adultes qui pondent. Donc, les adultes vont aller pondre sur les cadavres. Les adultes des mouches, ils vont aussi sentir l'humidité, l'odeur de putréfaction des excréments, des cadavres. Ils vont aller là-dessus et ils vont pondre parce que c'est un endroit qui est humide et le cadavre reste une source de nourriture qui va être accessible pour leurs bébés qui vont naître ensuite. Donc ça, c'est les asticots, les bébés des mouches. Donc les asticots, souvent, ils vont déjà arriver sur les cadavres parce que dès que l'organisme va être mort, ben, la mouche va l'avoir senti puis elle va être allée pondre dessus. Puis les mouches, ils se reproduisent. Le cycle de développement des mouches est super rapide. Donc souvent, il va y avoir plusieurs asticots sur les organismes qui sont morts, donc les sylphinés, donc une sous-famille dans la famille des sylphidés. Donc, il y a certaines espèces que les adultes et les larves vont se nourrir de ces larves-là de mouches. Donc, ils vont aller sur les cadavres, mais pas pour manger le cadavre en tant que tel, mais pour consommer les larves des mouches. Et sinon, il y a une autre sous-famille, les microphorinés, qui, eux, vont arriver plus tôt parce qu'ils veulent justement éviter la concurrence avec les larves qui vont eux aussi manger le cadavre. Eux, c'est vraiment le cadavre qu'ils veulent manger, c'est pas les larves de mouche. Donc, ils vont arriver vraiment plus tôt pour pas qu'il y ait de larves, justement, pour avoir plus de ressources alimentaires à eux seuls. Et il y a certains nécrophores qui vont enterrer les carcasses
plus ils vont creuser dans le sol, puis ils vont enterrer la carcasse pour la cacher, pour éviter que ça attire, pour camoufler un peu l'odeur, pour pas qu'il y ait d'autres mouches, plein d'autres organismes euh, se, qui viennent prendre des petits bouts puis consommer leur proie parce qu'eux, ils veulent la garder pour eux, ou soit ils vont pondre dessus pour que leur bébé, quand ils vont naître, ben, qu'il y ait déjà une ressource de nourriture à proximité. Puis les nécrophores aussi, c'est un groupe d'insectes qui sont connus pour donner des soins parentaux, donc un peu comme les perce-oreilles. Donc, ils vont régurgiter, un peu comme les oiseaux, ils vont régurgiter de la nourriture dans la bouche des larves jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. C'est vraiment pas tous les insectes qui font ça, là. C'est pas très commun les soins parentaux chez les insectes, à part chez les insectes sociaux, comme les fourmis et les abeilles. Puis ça, je vais en parler dans le prochain cours des abeilles. Ensuite, ça, j'ai fait une sortie terrain à un moment donné. Puis là, je marchais dans un petit chemin proche du bois. Puis là, on a trouvé une petite souris qui était morte. On ne sait pas ce qui y est arrivé, sauf que moi, ce que j'ai vraiment aimé voir, c'est le nécrophore, donc le sylphidé, le coléoptère, qui était par-dessus en train de l'observer. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait, s'il l'examinait pour aller le traîner ailleurs, ou si ça, c'est une espèce qui préfère attendre que ça fasse plus longtemps que l'animal soit décédé. Donc, en tout cas, j'ai pris une vidéo puis je voulais vous la montrer parce que c'est moi qui l'ai filmé. Donc, ça, c'est un nécrophore au thorax tomenteux. On peut voir que son thorax, il y a plein de petits poils bleus, jaunes. Lui avait des insectes dessus. Donc, voilà. Un petit extrait. Finalement, il reste seulement deux familles de coléoptères à présenter. Donc, les lampyridés. Donc, les lampyridés, c'est les lucioles. Donc, les lucioles, il n'y en a pas beaucoup aussi. C'est un groupe qui est plus petit parmi les coléoptères. Donc, ceux-là, il y a environ 2000 espèces dans le monde, puis il y en a seulement 19 au Québec. Les caractéristiques pour reconnaître les lucioles, ben, c'est assez simple. Leur coloration, les lucioles se ressemblent beaucoup en général, donc ils vont être plutôt foncés, brun, gris ou noir. Puis ils vont avoir des petites bandes jaunes comme ça ici sur le bord du corps ou une petite coloration rouge ou orange comme ça ici sur le pronotum. Aussi, une affaire, c'est que la tête des lucioles va souvent être cachée. Donc là, on peut voir ici, ça, c'est pas la tête, elle est là, la tête. Comme ça, elle va être cachée en dessous. Puis même là, on la voit pas. On voit juste ses antennes. On a l'impression que les antennes sortent de cette partie-là ici. Mais en fait, elles sont accrochées à la tête qui est cachée en dessous. Sinon, une autre caractéristique que vous devez sûrement connaître des lucioles, c'est qu'ils font de la bioluminescence. Donc, ils font de la lumière. C'est aussi des insectes qui vont être prédateurs. Donc, autant les larves que les adultes qui vont être prédateurs. Les larves, surtout, ils vont se nourrir de chenilles, de limaces, d'escargots, donc plein d'autres organismes qui ont un corps mou. Donc, les insectes, eux, ils ont leur exosquelette, sont plus durs à manger, mais eux, ils vont se nourrir vraiment de tout ce qui est mou. Et sinon, leur rôle, ben, ça va être de contrôler les populations de chenilles, limaces, escargots. Et sinon, ça va être des insectes qui sont bioindicateurs de la santé des milieux, puisque c'est des insectes qui sont assez fragiles à la pollution. Donc, quand il y a un milieu qu'on voit qu'il y a vraiment une belle abondance, donc beaucoup de lucioles, ben, on peut se dire que c'est un milieu qui est bien entretenu, qui n'est pas pollué, puis qui est en santé. Et sinon, où est-ce qu'on peut les trouver, les lucioles? Mais ça va être surtout à proximité des cours d'eau et près des zones humides. Parce que les larves vont vivre proche des cours d'eau, donc forcément, les adultes aussi vont se retrouver là. Donc ici, je vais vous parler un petit peu plus de la bioluminescence des lucioles. Donc, les lucioles, en fait, c'est pas toutes les lucioles, contrairement à ce qu'on peut penser, qui vont faire de la lumière. Donc, ça va être les lucioles nocturnes. Il y en a qui sont diurnes, d'autres nocturnes, un peu comme les papillons. Donc, celles qui sont diurnes, ben, il y a déjà la lumière du jour, donc ils n'ont pas besoin de faire de la lumière. En fait, pour savoir si une luciole, si vous en trouvez une, pour savoir si elle est diurne ou nocturne, vous pouvez simplement la tourner sur le dos et regarder sur l'abdomen, il va y avoir des segments ici, comme ça, ceux-là qui sont jaunes, ben, ils vont être blancs. Si ils sont noirs, ben, c'est qu'elle ne va pas faire de lumière. Donc, si l'abdomen est tout noir au complet, ben, c'est une luciole diurne. Puis si vous voyez qu'il y a des petits segments de l'abdomen qui sont blancs, ben, ça veut dire qu'elle est capable de faire de la lumière. Mais si vous la trouvez de jour, ben, elle ne fera pas de la lumière de jour. Ils vont vraiment attendre qu'il fasse sombre. Sinon, ça va être autant les larves que les adultes qui vont faire de la lumière. Donc, souvent, nous, ce qu'on va voir, ça va être les adultes parce qu'ils volent. Mais on peut voir ici que les larves aussi sont capables de faire de la bioluminescence, puis ça va être exactement au même endroit, ça va être sur les derniers segments de l'abdomen.
Sinon, pour faire une petite distinction entre les femelles et les mâles, donc ça va être les mâles surtout qui vont faire des signaux lumineux, qui vont avoir des flashs lumineux plus visibles, plus forts, ils vont avoir une plus grande intensité, alors que les femelles, ils vont répondre parce que les lucioles, la lumière, à quoi elle sert, ça va être pour communiquer. Donc, ce qui va se passer, c'est que les mâles vont voler, ils vont parcourir un certain territoire, ils vont voler sur une certaine distance, puis ils vont envoyer des signaux lumineux. Chaque signal lumineux est propre à une espèce. Donc, soit ça va être un flash lumineux constant à chaque 2 secondes, ou ça va être un flash lumineux à chaque 5 secondes. Donc, ça va vraiment dépendre. Ils vont avoir des patrons, des, euh, des intervalles comme ça de lumière qui vont varier d'une espèce à l'autre. Sauf que le mâle et la femelle vont avoir le même. Donc là, le mâle va faire ses flashs lumineux. Puis là, la femelle, elle va rester au sol. Donc, comme j'ai dit tantôt, le mâle, il va voler. La femelle, elle reste au sol. Et là, la femelle, elle va rester attentive aux différents signaux lumineux. Donc, elle va regarder. Puis là, quand elle va voir un mâle qui fait le signal lumineux de son espèce, donc le signal qu'elle reconnaît, elle va répondre. Donc, elle aussi, elle va faire des signaux lumineux, sauf que elle, ses signaux lumineux sont un peu plus faibles. Puis elle va rester au sol. Puis là, quand le mâle va voir que la femelle répond, puis que lui, il la détecte, il va aller la voir, puis là, ils vont s'accoupler. Donc, c'est à ça que ça sert, la bioluminescence, c'est pour se retrouver. Puis bien distinguer les individus des différentes espèces ou de la même espèce. Et sinon, comment ça se passe? Pourquoi ils sont capables de faire la bioluminescence comme ça? Ben, en fait, c'est que dans leur abdomen, ils ont plusieurs molécules différentes qui vont interagir avec l'oxygène. Donc, quand la luciole va faire rentrer de l'oxygène dans son organisme, ben là, les molécules vont réagir avec l'oxygène et là, ça va faire de la lumière. Donc, c'est une réaction chimique. Et là, ici, je vais vous montrer une petite vidéo où on voit des lucioles dans le bois. C'est super beau. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir ça au moins une fois dans votre vie si vous n'en avez pas déjà vu, mais c'est vraiment un spectacle féerique et il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Donc, si vous voulez aller en écouter d'autres sur YouTube, là, vous pouvez juste taper en anglais, vous allez avoir plus de vidéos qu'en français, mais Fireflies, Light ou Spectacle de Lucioles et vous allez trouver plein de vidéos comme ça, c'est super beau. OK, puis là, la dernière famille de coléoptères que je vais vous présenter, évidemment, il y en a plein d'autres. Il y en a plein que j'ai pas couvert, mais sinon, on n'aurait pas eu le temps. Donc, ce sont les coccinelles que je vais vous présenter. Donc, les coccinelles, il y en a 450 espèces en Amérique du Nord et 80 au Québec. Donc, les caractéristiques pour les reconnaître, je vais aller vite là-dessus parce que je pense que vous êtes tous capables de reconnaître des coccinelles, mais ils vont avoir un corps circulaire et ils vont avoir des patrons de coloration et de picots très variables. Donc, c'est des insectes qui vont être prédateurs. Donc, ils vont consommer beaucoup d'autres insectes comme des petits pucerons. Donc, c'est des insectes, leur rôle, ben justement, ils vont être utiles pour le contrôle des populations de ravageurs. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les pucerons, ils peuvent faire des super gros dommages aux plantes, peuvent transmettre des maladies. Puis, en agriculture, dans les champs, les pucerons, dès qu'il y en a, ben, ils se reproduisent super vite. Puis là, ça va nuire à toutes les autres plantes autour. Donc, ça peut faire beaucoup de dommages. Donc, les coccinelles, c'est des insectes qui sont très utilisés pour contrôler les populations de pucerons dans les grandes cultures comme ça.
C'est justement pour ça que la coccinelle asiatique, donc celle qu'on voit le plus souvent, a été introduite au Canada. Donc, elle a été introduite dans les années 1970, puis depuis, on en trouve partout. Puis on a des grosses vagues de coccinelle asiatique pendant l'été, ben justement parce que, pas toujours pendant l'été, ça dépend, mais on a des grosses vagues de coccinelle à chaque année parce qu'ils sont capables de résister à nos hivers vraiment bien. Puis même, il y en a plein qui vont rentrer dans des maisons des fois, donc, ils vont rester au chaud, puis qui vont justement se cacher de l'hiver dans nos habitations, puis vivre toute l'année comme ça. Donc, ici, je vous ai mis plusieurs espèces différentes de coccinelles indigènes. Donc, souvent, on va voir la coccinelle asiatique, mais comme le scarabée japonais, c'est une espèce qui est exotique, puis maintenant qui est rendue prédominante. Donc, c'est vraiment souvent, presque tout le temps, l'espèce de coccinelle qu'on va trouver. Donc, ben, pas presque tout le temps, mais vraiment, vraiment souvent. Puis là, on voit plein d'espèces de coccinelles différentes. Donc, la coccinelle à 20 points, la coccinelle à damier, la coccinelle maculée, la coccinelle à 7 points. Donc, à part la coccinelle asiatique, il y a cette coccinelle-là ici, la coccinelle à 7 points, qui est quand même, qu'on peut quand même, qui est assez commune. Donc, ici, la coccinelle asiatique, ben, comment la reconnaître? En fait, la coccinelle asiatique, souvent, elle va être plus grosse que les coccinelles indigènes. Quand je dis indigènes, c'est les coccinelles qui viennent du Québec, donc qui sont, euh, qui sont originaires du Québec et qui viennent pas d'ailleurs, d'un autre pays ou d'un autre continent. Donc, ici, les coccinelles asiatiques sont vraiment plus grosses. Puis, ils vont avoir les petits, des ovales, ouais, blancs, des petites formes blanches sur le côté du pronotum. La tête, encore une fois, des coccinelles, elle est cachée en dessous. Puis, ils vont avoir un M noir comme ça. Des fois, ça ne fera pas une forme de M aussi belle que celle-là, mais ils vont avoir une forme en M comme ça, puis les petites taches blanches, puis ils vont être assez grandes. Puis aussi, les coccinelles asiatiques, des fois, on en voit qui sont jaunes, ils sont rouges, oranges, donc leur coloration va varier vraiment beaucoup. C'est comme un gros spectre de couleurs. Puis, ils vont avoir plein de picots différents. Donc, des fois, il y en a qui ont juste 2 picots. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Il y en a qui en ont 15, peut-être 14. Il y a des fois 7. Ça va vraiment dépendre des individus. Puis, ça peut être la même espèce. Donc, la coccinelle asiatique, elle a plein de patrons de coloration différents. Puis sinon, où est-ce qu'on peut trouver... Ah, ben en fait, ouais, juste finir là-dessus. La coccinelle asiatique est vraiment plus grosse que nos espèces indigènes. Comme là, on peut voir une petite coccinelle à damier. C'est celle-là ici. Ben là, on peut voir à côté qu'elle est toute petite comparée à la coccinelle asiatique. Et sinon, où est-ce qu'on peut les trouver, les coccinelles? Ben, on peut les trouver un peu partout. Ça va vraiment dépendre. Il y a des espèces qui sont plus opportunistes que d'autres, des espèces qui sont plus spécifiques, donc qui vont chercher, qui vont préférer la végétation ligneuse, d'autres des champs, des plaines, des montagnes, des conifères, les arbustes. Puis il y a d'autres qui sont opportunistes, un peu comme la coccinelle asiatique et la coccinelle à 7 points, et la coccinelle à 2 points aussi, qu'on peut les trouver n'importe où il y a des pucerons. Donc maintenant, j'ai une petite question pour vous, un petit test. Là, je ne vous pose pas beaucoup de questions parce que vous n'êtes pas là en temps réel avec moi. Mais quand même, je voulais vous en poser une ici. Donc, vous pouvez mettre pause quand je vais poser la question pour y penser un peu avant que je donne la réponse. Donc, ici, j'aimerais ça faire un petit exercice avec vous et en fonction de ce que je vous ai dit, j'aimerais ça que vous deviniez quelles coccinelles sont des coccinelles asiatiques dans cette photo-là ici. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Là, vous pouvez mettre pause. La réponse, en fait, c'est que ben, c'était une question piège. Ce sont toutes des coccinelles asiatiques. Donc, oui, oui, tantôt, je vous ai dit que les coccinelles pouvaient avoir différentes couleurs, patrons de coloration et toutes différents. Donc, c'est ça. C'est toutes des coccinelles asiatiques. Ils ont toutes les formes blanches sur le côté. Ils ont toutes un M. Il n'est pas pareil tout le temps. On peut voir que là, il y a du petit blanc ici, mais ça forme un M de manière générale, comme ça ici. Celui-là, pas de picots, plein de picots, 2 picots, qui sont... Donc, voilà. Coccinelle asiatique peut avoir plusieurs formes variées comme ça ici. Et sinon, les coléoptères, juste pour faire un résumé, en général, où est-ce qu'on va les trouver? Ben, ça va être dans des habitats très variés. Donc, j'ai oublié d'enlever ma virgule ici. Mais sur la terre, sur le bois, sur les feuilles, sur des galles, sur des cadavres, dans un environnement aquatique. Donc, c'est vraiment tous les milieux que vous pouvez imaginer. Sinon, leur rôle peut avoir plusieurs rôles différents. Donc, il y en a qui vont être pollinisateurs. Pas beaucoup. Ils ne se déplacent pas aussi bien que les abeilles parce qu'ils volent un peu moins que les insectes volants, comme les mouches, les abeilles. Mais ils pollinisent quand même un peu parce qu'il y en a plusieurs qui vont se retrouver sur des fleurs. Sinon, il y en a qui sont décomposeurs, il y en a qui sont prédateurs, et il y en a d'autres que c'est tout simplement de la nourriture pour d'autres animaux. Donc, ils vont avoir plusieurs rôles différents comme ça. Et là, ici, je ne savais pas
quelle photo mettre. Donc, j'ai décidé de mettre un casside doré. Donc, ça, c'est dans la famille des chrysomélidés que je n'ai malheureusement pas présenté, mais il y a beaucoup de chrysomèles. En fait, c'est une famille avec quand même beaucoup de spécimens. Et ici, cette petite chrysomélidée, le casside doré qu'on l'appelle, peut avoir plusieurs couleurs différentes. Donc, c'est sûr que là, il peut peut-être ressembler un peu à une coccinelle, mais il est pas dans la même famille, il est un peu différent. Puis lui, il peut avoir des couleurs qui passent du mauve un peu fuchsia au doré, d'où son nom, le casside doré, et du rouge comme ça ici. Donc, il y a vraiment comme une petite pellicule par-dessus. On peut voir même sa tête est cachée là, puis j'ai même mis une photo où on le voit à l'envers parce que je le trouve trop mignon, puis on voit que sa tête est bien cachée en dessous, juste ici, puis ses antennes, poup, comme ça là, puis avec ses pattes aussi, puis son petit corps. Donc, je le trouvais vraiment mignon. Donc, le cassette doré qui est super beau, puis il y a des couleurs vraiment resplendissantes comme ça, puis il est comme métallique. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et finalement, les coléoptères, ben, de manière générale, en fait, non, pas de manière générale, tous les coléoptères sont holométaboles. Donc, c'est le même cycle de vie que les papillons. Donc, je voulais vous montrer un peu à travers des photos. Ici, ben, premièrement, il y a l'accouplement des deux adultes. Ensuite, la femelle va pondre ses œufs. Donc, ça, c'est le premier stade. L'œuf. Ensuite, bon, l'œuf. Ensuite, il va y avoir la larve. La larve, quand elle va naître, là, quand elle va émerger de l'œuf, là, elle va être toute mini, mini, à peine quelques millimètres, là, vraiment mignonne. Là. Il y a des larves de coccinelles, quand ils naissent, là, c'est 2 millimètres, 3 millimètres de long. Puis ils ont exactement cette forme-là, sont vraiment toutes petites, puis on voit leurs petites pattes comme ça ici. Comme là, celle-là est quand même grosse, mais quand ils naissent, là, je vous dis, c'est quelques millimètres. C'est trop chou. Puis là, après, ben, elle va muer, 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 elle va grossir. Puis ensuite, là, elle va se transformer en nymphe. Donc, ça, c'est un peu l'équivalent de la chrysalide du papillon. Donc là, ici, dans ce stade-là, elle ne va pas bouger. Elle va juste rester collée à la végétation comme ça. Puis à un moment donné, l'adulte va émerger. Donc, on peut voir que ça, c'est ses élytres. Mais souvent, quand les insectes, ils vont muer, ils vont avoir le corps mou parce que ça, c'est leur exosquelette qu'ils laissent derrière eux. Il faut attendre que leur squelette se reforme et durcisse. Là, ils vont déployer leurs ailes. On peut voir que la coccinelle ici, ça, c'est ses ailes rigides, c'est celle-là. Mais qu'en dessous, tantôt, je vous parlais des ailes membraneuses. Donc, ça, c'est les ailes fragiles membraneuses qui sont normalement pliées, comme ça ici, en dessous de la coccinelle. Mais là, on peut voir que puisqu'elle est molle puis qu'elle vient de muer, il faut qu'elle déplie ses ailes et qu'elle les laisse sécher avant de les plier en dessous. Sinon, ils vont sécher comme ça puis elle ne sera plus capable de les déplier. Donc, il faut qu'elle les laisse déployer comme ça. Donc, ça, c'est ses ailes membraneuses. Ça, c'est ses élytres. Et là, une fois qu'elle a fini de sécher, qu'elle est restée immobile comme ça pendant quelques heures, et là, voilà, le produit final, l'adulte, qui s'envole en recherche d'un partenaire pour recommencer le cycle et s'accoupler. Donc voilà, ça c'est le cycle de développement holométabole ou la métamorphose complète chez les coléoptères. Là, évidemment, là, on voit une larve de coccinelle, mais il y a plusieurs autres formes de larves. Vous vous rappelez, je vous avais montré la larve de scarabée qui est en forme de C, qui ressemblait à un gros ver blanc avec une tête. Mais là, ici, on peut voir d'autres formes de larves de coléoptères. Donc, ça, c'est trois larves de chrysomèles, donc des espèces de chrysomèles différentes. Je vous montre des larves de chrysomèles parce que je ne vous ai pas parlé de cette famille-là. Mais c'est une famille que j'aime bien. Puis on peut voir ici la larve est comme un bleu métallique. Puis ici, c'est une petite chrysomèle, larve de chrysomèle de l'asclépiade qui est un petit peu plus bombée. Puis là, ici, une autre larve de chrysomèle. Donc, je pourrais vous en montrer plein des photos, là. Mais c'est ça. Puisque les coléoptères sont très diversifiés, ben, ils vont avoir autant une diversité dans les larves que chez les adultes. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, des fois, quand on trouve des insectes, souvent, on va les présenter dans mes PowerPoints, je les présente au stade adulte, souvent. C'est comme ça qu'on va les voir, mais en réalité, quand on fait de la chasse ou de la collecte d'insectes puis qu'on passe un coup de filet, ben, on va avoir de tous les stades de développement, puis on n'est pas habitué toujours de les voir comme ça. Donc ça, des fois, si vous attrapez ça à première vue, on peut se dire, ah, on dirait une chenille, mais en fait, maintenant, après ce coup-ci, vous allez savoir que ça se peut que ça soit le bébé d'un coléoptère. Donc voilà, c'est ce qui met fin au cours des coléoptères à la séance 4 qui a duré 2 heures, vraiment plus longue que d'habitude. Donc j'espère que vous avez aimé ça parce que moi, les coléoptères, c'est mes petits bébés, c'est un de mes groupes d'insectes préférés. Donc j'espère que vous en avez appris et que vous allez retenir un peu des informations que je vous ai transmises à travers ce cours-là. Puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, donc peu importe bonne continuité. Puis j'ai hâte de vous voir au prochain cours. C'est toujours plus le fun quand vous êtes là. Donc, au revoir. Merci.